and just a gigolo. And everywhere I go, people know the part I'm playing. Qui signe pour vous? Des maires de petites communes? Ce sont des maires de petites communes, de communes plus grandes, de présidents de communautés de communes. Et comment vous présentez à eux? C'est incroyable, hein. Que vous ayez les signatures, c'est incroyable. C'est pas du tout incroyable. Les maires ont une empathie pour moi. Vous devez être le prototype du candidat inutile dans cette campagne, totalement inutile. Et vraiment incroyable. Je ne sais pas comment vous les avez, je ne sais pas comment vous faites. Si alors, vous avez, vous les avez un numéro de fakir, mais c'est incroyable. C'est très simple. Ils se disent, lui avait vu venir une crise dans 10 à 12 ans, une très grave crise financière. Oh, on ne l'a pas cru. Hein. Puis elle s'est produite. La voilà. Donc, crédibilité, intérêt et discussion sur les éléments de cette crise. Alors, on va vous montrer l'équipe. C'est incroyable. Hein. Le député socialiste Julien Drey, qui se trouve au centre de révélation concernant ses dépenses privées et ses comptes bancaires. Alors, cette affaire autour de Julien Drey pose plusieurs questions sur l'organisation de la justice en France. Oui, elle a un parfum de scandale qu'on n'évoque pas. Alors d'abord, on va poser les faits, qui sont tout simples. 19 décembre, vendredi 19 décembre, toc toc, ce sont les policiers de la brigade financière qui tapent à la porte de Julien Drey, donc député socialiste, et qui lui demandent voilà, d'ouvrir son intérieur, ses livres de compte, de montrer ses relevés bancaires. Enfin bref, c'est une fouille. C'est une fouille qui est faite à l'initiative du parquet de Paris, lequel a en sa possession depuis le 10 décembre, donc 9 jours précédents, une note de TracFin. TracFin, c'est un service à Bercy qui traque l'argent sale, l'argent volé, l'argent malhonnête. Donc on soupçonne Julien Drey. Ça fait un mois, enfin 19 décembre, 14, on est le 15 aujourd'hui janvier, on n'a posé aucune question à Julien Drey. Aucune, rien. Franchement, j'en perds l'oreillette, c'est scandaleux. Entrepreneur qui investit son pognon et qui finance sa chaîne tout seul, puisqu'en l'occurrence c'est ce que fait les chaînes privées, supportera difficilement un cahier des charges très exigeant. C'est inacceptable. Je vais vous dire pourquoi. D'abord parce que TF1 a un cahier des charges. Oui, qui répond à un intérêt général. Oui. Et vous savez pourquoi il répond à l'intérêt général? Parce qu'il... Qu'est-ce qu'il y a dans le cahier des charges? Eh bien, je vais vous le dire. C'est tout ce que les politiques n'ont pas voulu lui mettre. Il y a des limites. C'est-à-dire si je peux terminer ma phrase. Pourquoi les chaînes privées, aujourd'hui, disposent d'obligations à raison de l'intérêt général qu'elles contribuent à servir? Pourquoi? Parce qu'elles émettent sur le domaine public hertzien et qu'elles utilisent le domaine public. Et voyez-vous, quand vous utilisez le domaine public, il y a des contreparties qui s'appellent des servitudes de domaine public. Vieux conflit, on n'aime pas l'entreprise privée dans ce pays et tous les bouts sont bons pour opposer ce type de débat. Vive la télévision publique, vive l'ORTF. L'Iran prépare bien une bombe atomique. Et ça a deux conséquences majeures. D'abord, ça met Israël en très grand danger, évidemment, et puis ça bouscule totalement les équilibres régionaux. C'est donc un événement considérable. Et face à cet événement considérable, que faut-il faire? Si la voie de la diplomatie a échoué, si la voie des sanctions économiques a échoué, la dernière question qui reste posée et qui est dramatique, c'est celle de l'intervention militaire. Qui la ferait? Comment? Dans quel cadre? Personne n'en sait rien, mais comme les Iraniens ne veulent rien entendre et poursuivent leur marche à la bombe, la question qui est posée au chef d'État, c'est la question de l'intervention militaire. Vous souhaitez être chef de l'État, que répondez-vous à cette question? Que faire face à l'Iran? Il fait très chaud, c'est très sec. Elle est tendue, il fait très chaud, il fait très sexe. Il y a une température sur le plateau, c'est quelque chose. Hein. Ça va pas? Mais c'est le métronome. Non, non, je ne fais pas partie des cumulards. Non. Il y a un journal qui a employé le mot de cumulard, qui est un mot très inapproprié, en écrivant, puisque dans cette école vous aimez la rigueur... C'est un jeu de mots par rapport au cumul des mondiales. Justement. C'est pas forcément... Donc, comparer des
des contrats de droit privé à des mandats publics, c'est quand même mélanger les torchons et les serviettes. Et écrire « ils sont partout » est quand même quelque chose de très singulier, parce que moi, je ne suis pas partout. Il y a plus de médias en France. Vous êtes sur Sciences Po TV, vous êtes sur RTL, vous êtes sur Canal+. Voilà. Il y a plus de médias où je ne suis pas que de médias où je suis. Il y en a beaucoup plus. Donc, dire ils sont partout quand on s'appelle Le Monde, c'est quand même manquer de rigueur. Et cette une populiste-là est une forme de première au journal Le Monde. Donc, moi, je ne suis pas un cumulard de rien du tout. Alors, c'est sans doute ce que j'avais expliqué à M. Apathy il y a maintenant 21 ans, ce qui n'est pas exactement ce qu'il a dit aujourd'hui, c'est le moins qu'on puisse dire. Il me semble me souvenir, mais alors, la mémoire lointaine, hein, ça peut parfois tromper, hein, comme elle trompe M. Apathy, mais il me semble me souvenir qu'il m'avait dit « La liberté d'expression, c'est bien joli, mais moi, j'ai ma carrière à faire ». En tout cas, je constate que M. Apathy a fait une assez jolie carrière, de grand inquisiteur médiatique, de grand prêtre du politiquement correct, et quand même un petit peu de petit flic de la pensée. I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you, and I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night, and I think to myself, what a wonderful world.